Alors, notre sujet principal pour aujourd'hui, l'Égypte et l'Afrique, un avenir commun. L'Égypte, à la tête de l'Union africaine pour l'année 2019, a une vision claire, c'est d'arriver à la stabilité du continent et également à un projet de développement durable très enthousiaste. Afin de mieux parler de ces objectifs communs, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Cherif Amir, professeur des relations internationales. Bienvenue à notre programme. Merci. Alors, tout d'abord, avant de parler de notre sujet principal, qui est le développement au sein de l'Afrique, parrainé par l'Égypte et appuyé par les organisations internationales telles que l'ONU, je voudrais savoir, selon vous, la stratégie de l'Égypte concernant le continent africain est différente si on parle des pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Est-ce que l'Égypte, dans sa diplomatie, fait la différence entre les deux régions? D'abord, il faut signaler une chose, que le contexte géopolitique actuel que l'Égypte a vécu depuis 2011, ce qu'on appelle le printemps arabe, et ce qui a suivi après les changements politiques, et aussi le contexte que, comme vous venez de dire, la partie de l'Afrique du Nord, le changement en Libye, le changement en Algérie, Tunisie bien sûr, où tout a commencé, et aussi le contexte actuel en Soudan. Alors voilà, maintenant on met la carte, on dessine la carte. Le Maroc est assez spécial le cas, un petit peu. Donc c'est une région, actuellement, toute cette région, elle est dans l'impasse, parce que tout simplement, il y a des changements au sein de la société, au sein de leur régime politique. Et l'Égypte, comme c'est un pays qui a un statut primordial dans cette région, est toujours affecté par tous ces changements. D'abord parce que ce sont des pays africains et aussi des pays arabes. Oui. Et, il faut prendre les choses d'une vision aussi assez différente de l'Égypte sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi avant. Parce que malheureusement avant, on a négligé le dossier africain pour des décennies. Oui, on parle là de l'Afrique subsaharienne. Voilà. Oui. Et déjà aussi avec l'Afrique du Nord, il y avait des équations assez difficiles avec Kadhafi, avec Ben Ali, avec Bouteflika. Alors c'était très différent. Maintenant, tout a changé avec al-Béchir au Soudan. Le président Abdel Fattah el-Sisi, dès le premier jour, il a œuvré sérieusement sur le dossier, d'abord sur le dossier du Nil, parce que c'est quelque chose d'extrêmement vital pour l'Égypte. Il fallait commencer à prendre une position de fraternité, que l'Égypte, c'est le pays qui va offrir quelque chose à l'Afrique, et qu'après ça, tout ira selon la coopération qui va s'instaurer. C'est-à-dire, le président a effectué des visites non seulement pour l'Europe ou pour la Russie ou pour Washington, non, mais il a consacré un moment très important pour l'Afrique. Oui. C'était le premier président qui a visité le Rwanda après le génocide. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y avait le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, et n'oublions pas, en 2014, lorsque malheureusement l'Égypte a été irradiée de l'Union africaine, une des premières visites effectuées par le président, après l'Algérie, c'était la Guinée, et la Guinée a adopté la cause égyptienne et a défendu le cas de l'Égypte devant l'Union africaine, et on était réintégrés. C'était une étude stratégique qui n'a jamais été réalisée dans la diplomatie égyptienne avant. C'est-à-dire comment on a choisi un pays comme la Guinée, et pourquoi ce pays, et pourquoi on a travaillé avec eux, on a collaboré avec eux, le président lui-même s'est rendu là-bas, et comment on a pu avoir ce qu'on a voulu, c'est être réintégré au sein de l'Union africaine, et maintenant on a la présidence. Donc le contexte tout entier, si on le voit, c'est que l'Égypte essaye de travailler avec tous les partenaires, malgré les différences qui existent. Regardez avec le Soudan par exemple, il y a eu un conflit qui a éclaté entre les différentes factions à un certain moment.
mais l'Égypte a ouvert ses portes pour toutes les factions. Parce que certains ont travaillé à isoler l'Égypte, à le mettre de côté dans ces dossiers. Et heureusement, on avait la sagesse qu'on a trouvé qu'il fallait être un médiateur entre le conseil militaire là-bas et les factions politiques. Et maintenant, on a voilà, la signature de l'accord historique du Conseil de souveraineté soudanais. Alors, si on regarde globalement la situation, l'Égypte travaille avec chaque pays d'une façon à intégrer l'Égypte dans le dossier et en même temps garantir l'intérêt de l'Égypte. Surtout que après ce qui a eu lieu dans la région Nord-Afrique, il y a eu l'immigration clandestine. Cela, bien sûr, a affecté nos partenaires européens. Oui. Et là, à un certain moment, le président El-Sisi était présent en tant que garant de cette sécurité dans la Méditerranée. C'est vrai, oui. Et je viens d'entendre même un discours du président turc Erdogan il y a quelques minutes, où il a menacé encore une fois avec le chantage l'Europe, qu'il va ouvrir les frontières. Frontières pour les immigrés. Il l'a refait juste il y a quelques minutes. Oui. Alors que nous, le président Abdel Fattah el-Sisi, il a donné sa parole à nos partenaires européens. On arrête, oui, on fait tout le combat, on arrête l'immigration clandestine, mais le conflit libyen, ça concerne l'Afrique, parce que tous les crimes organisés ramènent les jeunes Africains là-bas pour l'exporter après ça pour l'Europe. C'est un crime organisé. Le pillage du pétrole libyen qui s'effectue pour le profit du Qatar et de la Turquie doit s'arrêter. Les groupes terroristes qui se sont installés là-bas, ils doivent être liquidés. On doit soutenir le maréchal Khalifa Haftar et aussi enlever l'embargo qui a été imposé sur Kadhafi, l'embargo d'armes, parce qu'il n'y a plus cette cause. Le lien causalité a disparu. Donc on était clair. Et avec le temps, maintenant, on voit que le maréchal Haftar est accueilli à l'Élysée en France, après qu'il était persona non grata. La chancelière allemande contacte le président ici sur ce dossier spécialement, ainsi que son homologue en Italie, Joseph Conte. Donc il y a une confiance qui s'est installée. On a montré aux Européens, le président a montré avec ses visites et ses contacts personnels qu'il faut un leader qui inspire la confiance, mais aussi qui donne l'alerte que si on ne va pas résoudre le problème en Libye, il y aura un gros problème pour tout le monde. C'est vrai. Alors, en prenant la présidence de l'Union africaine, au cours de son discours, le président Sisi était clair en proposant les piliers de son plan pour la présidence de l'année. Le développement des infrastructures, l'accélération de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange, la ZLEC, et la création d'occasions et de forces et d'emplois pour la jeunesse. Alors là, on parle vraiment de trois piliers essentiels: infrastructure, commerce et jeunesse. C'est le pari le plus important en Afrique. Si on commence avec l'infrastructure, vous avez parlé du partenariat avec les Européens, avec les Occidentaux. Leur aide est sollicitée afin de réaliser des plans de développement durable en Afrique. Pour arrêter par exemple le terrorisme ou les vagues d'immigration clandestine, il faut que l'Afrique ne soit pas un lieu à s'enfuir. Il faut y rester. Rester comment? À travers ce développement. Et c'était les paroles du président Assisi. Où on est actuellement en ce qui concerne ce partenariat de la part de plusieurs forces internationales telles que l'Union européenne, la Chine, le Japon, en ce qui concerne un plan durable et global du développement de l'Afrique. Retour à notre édition de direct pour aujourd'hui et notre invité au plateau, Dr Cherif Amir, professeur de relations internationales. On était en train de discuter un point très important, les plans de développement durable et global au sein de l'Afrique, parrainés par l'Égypte en partenariat avec les grands du monde entier. Où on est actuellement en ce qui concerne ces plans?
Comme je venais de dire, ces plans ont été dressés bien avant la présidence de l'Égypte à l'Union africaine. L'Égypte, c'est un peu une coïncidence qui a été faite par l'histoire, c'est que l'Égypte, elle est toujours l'exemple de l'Afrique dans tout ce qui se passe. C'est-à-dire, si l'Égypte est en train de gagner de la place sur la scène internationale, ça arrive réciproquement à l'Égypte, à l'Afrique. À l'Afrique, c'est vrai. Il y a un point très important, c'est qu'actuellement, nos partenaires en Europe, ils ont souffert avec l'immigration. Leur situation sociale a un peu dégradé avec tous les contextes actuels, que ce soit en France, Italie, peut-être l'Allemagne, elle est un peu stable. Mais il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est que l'Europe a commencé à sentir qu'il y a une concurrence chinoise sur le territoire africain. L'investissement chinois qui existe, et déjà aussi sur le secteur du canal de Suez en Égypte aussi. La relation entre la Chine, une grande puissance, et l'Afrique, elle est très différente entre l'Afrique et l'Europe, qui était coloniale, exploitation, beaucoup de souffrance et aussi de dépendance. Parce que la Chine, elle fait une autre stratégie, c'est qu'ils s'installent dans un pays africain, ils construisent les usines, ils emploient la main-d'œuvre africaine et le profit il est partagé. Ce n'est pas comme c'était avant entre l'Europe et l'Afrique. Oui. Ce qui se passe alors, c'est très différent parce que il y a un vrai sens du partenariat. Oui. Et l'Égypte, elle intègre cette idéologie. C'est que le partenariat économique veut dire aussi que la souveraineté du pays, elle est garantie. Et c'est ce qu'on fait ici en Égypte. Et la Chine et les Russes le respectent sur le terrain. Alors, je crois qu'actuellement, ce pilier-là, nous amène aussi au pilier de l'infrastructure. L'infrastructure, elle était très affectée dans de nombreux pays, inclus l'Égypte. Et si on voit ce qui se passe actuellement sur le terrain en Égypte, on voit que le président ici, il a octroyé une importance exceptionnelle à l'infrastructure en Égypte. D'abord avec les contrats avec Siemens, qu'on a maintenant, on est un pays qui fait l'industrie de l'électricité. C'est le plus grand central d'électricité dans la région du Moyen-Orient. Deuxièmement, l'infrastructure avec toutes les autoroutes qu'on est en train de travailler sur ces autoroutes et les aéroports, parce que tout simplement, si on fait le combat du terrorisme et si on donne les garanties aux investisseurs de venir en Égypte, mais on n'a pas l'infrastructure, ça ne sert à rien. Je crois que c'est ça le projet que l'Égypte a introduit à nos frères en Afrique. C'est leur dire, on peut travailler sur ça, sur cette situation. D'ailleurs, l'Égypte, elle parraine et réalise actuellement plein de projets d'infrastructures dans plusieurs pays africains. En Tanzanie, on vient d'inaugurer le barrage là-bas. On travaille avec nos frères au Soudan sur un chemin de fer qui existait d'ailleurs à la fin du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, pardon, mais malheureusement ça n'était pas utilisé après. Mais maintenant, on essaye de refaire ce projet. On va relier tous ces pays ensemble pour que ce soit une puissance économique, mais en même temps, les souverainetés de chaque pays, elles garantissent. Donc, on a ces deux piliers. Le troisième, la jeunesse. Et là, on voit que le président ici, il a inauguré les conférences de jeunesse qui existent, qu'on a vu à Sharm el-Sheikh. Et après, il y avait la conférence à Assouan, la capitale de la jeunesse arabe et africaine. Dédiée aux jeunes Africains. Et jamais vu au Moyen-Orient et en Afrique la simulation du gouvernement que le président lui-même a assisté dernièrement. C'est-à-dire qu'on a amené les jeunes, inclus des jeunes africains aussi, à leur montrer comment gérer un pays. C'est-à-dire, on leur donne un cas de gestion
comme un cabinet ministériel. On leur dit, vous êtes responsable du pays. Et soudain, je me souviens très bien, lorsque le président était en train d'observer leur réaction, ils ont introduit une crise dans un détroit à la mer Rouge et comment on va réagir. Bien sûr, ça concerne le Soudan, ça concerne la Somalie, ça concerne l'Égypte et bien sûr les pays arabes. Alors là, on a vu comment les jeunes, ils ont compris que les choses ne marchent pas sur une ligne droite, il y a toujours des exceptions, comment il faut faire la gestion des crises. Et pourquoi je vous dis que c'est une nouveauté? Parce que moi-même, j'ai eu ma formation, mais il y a 20 ans en France, sur cette question. Qu'on ne l'a pas fait, on l'a fait maintenant. Heureusement qu'on commence maintenant à le faire. Parce que c'est comme ça qu'on fait, qu'on introduit les jeunes à la réalité. Et je crois que c'est l'expérience aussi qui nous a poussé à faire ça, parce que à ce qui s'est passé pendant le printemps arabe, et aussi au Soudan et en Tunisie, tous les pays arabes et africains, avec ce changement, les jeunes ont été très motivés, mais poussés par certaines forces extérieures. Et ils ne savaient pas à quel point c'était nuisible à leur patrie. Alors que maintenant, on dit aux jeunes, vous êtes responsables. Et c'est ça le président Sisi a réitéré à plusieurs reprises, non seulement à la jeunesse égyptienne, africaine et arabe, mais aussi à la jeunesse, il a parlé une fois des jeunesses afghans, en leur disant, vous êtes responsables de vos propres pays, c'est à vous de construire vos pays. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, comme vous l'avez mentionné, l'Afrique a souffert pour longtemps de plusieurs vagues coloniales. Si on voit l'Afrique actuellement, on voit des pays anglophones, francophones, des ethnies, plusieurs langues également, si vous voulez, locales, mais on essaye d'oublier ces différences qui ont été imposées à l'Afrique, parce qu'en fait, nous sommes tous des mêmes origines africaines. On peut le voir par exemple à la Nubie, on a les traces, on a les racines africaines partout. Alors comment aujourd'hui, cette nouvelle génération, parrainée par un leader qui comprenne et qui a la vision d'unifier les Africains, comme le président Abdel Fattah el-Sisi, comment peuvent-on oublier ces différences et œuvrer pour l'avenir? Comment peuvent-on oublier les traumas d'une guerre, des génocides par exemple, comme le Rwanda? Comment œuvrer pour l'avenir sans vraiment être alourdi par ces souvenirs du passé? Il ne faut pas oublier aussi l'exemple de le Soudan du Sud, le sud du Soudan. Le sud du Soudan, qui est un pays très riche dans l'agriculture et tout, mais ils sont en train de s'entretuer pour l'instant. Et l'Égypte fait tout pour arrêter le sang qui coule là-bas, parce que c'est un pays dommage, c'est un pays très riche, un pays ami à l'Égypte aussi. Alors il faut travailler avec eux pour reconstruire ça, pour répondre à votre question. Là, je vous dis tout simplement, comme vous venez de dire, il faut un leader. L'Afrique était toujours comme ça. Il faut souvent un leader qui réunisse. Parce que malheureusement, l'époque coloniale a créé cette mentalité tribale. Elle n'est pas uniquement en Afrique subsaharienne, mais aussi elle existe en Libye, jusqu'à maintenant. La mentalité tribale, elle divise. La mentalité tribale, elle cause souvent l'ingérence, c'est-à-dire vous aurez une force extérieure qui va venir soutenir une faction contre l'autre. C'est un même peuple, mais qui est soutenu par des différentes forces. Et là, vient aussi après le leader, c'est la capitale, c'est-à-dire comme on a déclaré Assouan. Et pourquoi Assouan? Parce que, comme vous venez de dire à juste titre, la Nubie, c'est un lien historique, un lien exemplaire dans l'Afrique. C'était un royaume, c'était une puissance extrêmement importante en Afrique et qui fait le lien entre les différents peuples. Et c'est heureusement ce que l'Égypte a compris ça, c'est-à-dire le fait que le président a inauguré une conférence là-bas pour déclarer que c'est la capitale de la jeunesse arabe et africaine,
c'est le fruit d'une étude géostratégique très profonde. Pourquoi Assouan? Parce qu'Assouan, c'est un lien entre les Africains, entre les Égyptiens, les Arabes. C'est un trésor humain qui existe. Le peuple de la Nubie, il a contribué dans l'histoire de l'Égypte. C'était une époque très glorieuse. Et je trouve que l'Égypte a eu sa richesse de cette diversité qu'on a. C'est-à-dire, regardez par exemple, au début du XXe siècle, l'Égypte, le Caire qui était la plus belle capitale, à cette époque, on avait intégré toutes les nationalités en Alexandrie, dans une seule ville. Une ville cosmopolitaine à vrai titre, oui. Dans une seule ville. Et que maintenant, on a même leur génération qui disent, après qu'ils sont partis en Europe, ils disent nos belles souvenirs, c'est l'Égypte, c'est l'Alexandrie. Alors, l'Égypte elle-même, c'est un trésor. Et je crois que le président Abdel Fattah el-Sisi, il a compris comment utiliser ce trésor qui est la position géostratégique, culturelle, historique, politique et aussi militaire, parce qu'on est garant de la sécurité régionale. Oui. Comment on peut utiliser tous ces atouts et après ça les amener à contribuer à la construction de l'Afrique, sachant que, comme je disais, il y a un déclin chez nos partenaires européens sur beaucoup de choses et c'est le moment qu'on commence à travailler sur nous-mêmes. Oui. Parlons de cette construction. Devant le sommet du G7 en France, le président Abdel Fattah el-Sisi, parlant de la biodiversité, il a mentionné que l'Afrique ne doit pas payer le prix des pays industrialisés qui viennent quelquefois exploiter les richesses de l'Afrique sans donner ni le développement ni le transfert de la technologie. Ça, c'est très important parce que si, par exemple, comme vous l'avez mentionné, il y a des usines qui sont construites et tout, mais le transfert de la technologie n'est pas fait intégralement, c'est à part. Alors, comment peut-on arriver, à travers des pourparlers, à travers des partenariats équitables, à préserver et protéger l'Afrique de ces effets néfastes tels que le réchauffement climatique? Il faut comprendre que l'Afrique, oui, c'est un continent qui a souffert pour un long moment, mais il faut comprendre quelque chose, que l'Afrique est très riche avec la main-d'œuvre de la jeunesse. Et que cette jeunesse, elle aspire à exploiter leur propre pays pour travailler pour eux-mêmes. Ils ont vu avec leurs propres yeux ce qui se passait dans les bateaux, malheureusement, qui coulaient au sein de la Méditerranée pour arriver à l'Europe. Et comment les choses ne sont pas vraiment très belles au vieux continent. Comme oui, de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Oui. Le rêve commence à se dissiper. Et un autre facteur que j'ai cité, c'est l'arrivée des Chinois, qui ont commencé à leur dire, bah, écoutez, il y a quelque chose à faire. Il y a une autre équation qui peut être vraiment une équation plus équitable, gagnant-gagnant. Bien sûr. Et on ajoute à cela l'Égypte, qui commence à redevenir la puissance exemplaire de l'Afrique, avec la construction des barrages, avec la construction des autoroutes, avec la fourniture de l'électricité. Parlant de la technologie, on a commencé un des projets primordiaux de l'Égypte sous la présidence de l'Union africaine. C'est qu'on a introduit ici une conférence qui reliait les systèmes de sécurité partout en Afrique avec un système numérique. C'est-à-dire qu'on peut coordonner entre nos services de sécurité et les services de nos frères en Afrique par les ordinateurs, par un système uni pour savoir comment se protéger des dangers du terrorisme qui existent aussi malheureusement. Donc l'équation que vous venez de dire, oui, l'équation elle a totalement changé. Et je crois que la jeunesse africaine elle a commencé à comprendre cela. On ajoute à cela aussi ce qui se passe pour le réchauffement climatique, ce qui se passe par exemple dans la destruction des forêts. Et ils ont compris maintenant qu'il faut protéger
ce trésor forestier au sein de l'Afrique. Et aussi on a les safaris, parce que c'est un trésor, on ne peut pas négliger, avec toute la richesse et la diversité de toutes les créatures au sein de l'Afrique. Ça rapporte de l'argent, ça rapporte des main-d'œuvre aussi africaines qui commencent à regarder leur pays d'un autre angle, c'est-à-dire on ne travaille pas pour aller en Europe après. Ben non, on travaille pour que notre pays soit un pays respectable, un pays qui a un sens pour l'avenir. Oui. Et là, je crois que le rôle de l'Égypte et le rôle du président Abdel Fattah el-Sisi, c'est de leur dire on est là, on va travailler ensemble. Si les portes de l'Europe se ferment, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est un nouveau chapitre qui va commencer. Et c'est à vous de saisir cette occasion et de travailler. Donc, le partenariat, et merci à l'histoire, parce que le contexte de l'histoire nous a amenés tous maintenant à dire bah, ça suffit, il faut travailler sur nous-mêmes, il faut réussir. Et le contexte géopolitique a accentué cela. Oui. En ce qui concerne la jeunesse, l'Égypte offre des formations dans tous les domaines pour la jeunesse africaine. On les voit qui viennent profiter, tels que les Égyptiens, de plusieurs institutions. Alors, selon vous, ces programmes de formation doivent se concentrer sur quel genre d'études et également d'expertise? 3 axes que j'ai dans la tête. D'abord, les start-up, c'est-à-dire les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Voilà. Oui. Ça, on l'a vu partout en Europe et aussi au Moyen-Orient. Il y a des pays qui ont... C'est le nouveau Paris, oui. Voilà. Et ça ne coûte pas cher. Oui. Donc, on ne peut pas dire aux jeunes, vous devez avoir une fortune pour commencer. Donc il faut accentuer ça. Et je crois avec les nouvelles zones industrielles qu'on est en train de construire en Égypte, je crois que beaucoup de jeunes Africains vont venir pour travailler sur ce thème. Vous avez dit 3 axes, on a cité un. Dans une minute, vous pouvez nous citer les 2 parce qu'on arrive au terme de notre émission. Le deuxième, c'est d'abord la technologie numérique. Oui. Parce que sans la technologie, on n'arrivera jamais à faire ça. Oui. La troisième, c'est l'éducation. Il faut former des jeunes qui vont être l'avenir de l'éducation chez leur pays et ne pas attendre quelqu'un de l'extérieur de venir. Très bien, c'est un plan ambitieux à réaliser afin d'arriver au développement durable du continent africain. Je tiens à remercier notre invité, Dr Cherif Amir, professeur de Relations internationales. Merci d'être parmi nous. Et c'est ainsi qu'on termine notre édition de direct. Demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la TV internationale. Au revoir.